Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous sommes toujours dans le cours d'économétrie, modèle linéaire, et nous sommes toujours dans la correction des travaux dirigés. J'avais expliqué le pourquoi du comment dans la vidéo précédente, je reviens pas là-dessus, hein. L'idée, c'est que j'ai mis en ligne le contenu pédagogique de mon cours d'économétrie, modèle linéaire, et entre autres, en plus des supports que j'avais mis en ligne, j'avais mis aussi en ligne donc les TD, les travaux dirigés. Sur chaque travaux dirigé, j'avais mis les sujets, les données et la correction. Et ce que je disais en substance dans ma vidéo précédente, c'est que il y avait certes les corrigés, mais on n'avait pas le détail du pourquoi j'ai fait tel traitement, tel calcul et comment je l'ai réalisé. Voilà. Donc, l'intérêt des vidéos, justement, c'est qu'on peut rajouter ces deux éléments supplémentaires et aussi des commentaires sur les résultats. Bien. Alors, la précédente vidéo, c'était le premier TD et on avait fait la première partie du premier TD. Dans cette vidéo-ci, on fait la deuxième partie du premier TD consacrée à la régression linéaire simple. Hein. Alors, sur le lien qui est là, on tombe sur cette page-là. Voilà. Et sur cette page-là, il y a justement la description du sujet qui est là. Hein, là, et les données à utiliser et la correction sous forme de tableur Excel. Parce que ce premier TD-ci, on le réalise avec un tableur. Alors, en salle informatique de l'université, j'utilise Excel parce que c'est ce qui est installé dans les salles informatiques, tout simplement. Ici, là, pour que ce soit plus générique et pour que tout le monde puisse en profiter, j'utilise plutôt LibreOffice. Ça également, j'avais expliqué dans la précédente vidéo. Bien, la fiche de TD est là, et comme d'habitude, pour mes fiches de TD, je mets des liens des tutoriels ou des références. Là, en l'occurrence, c'est le cours sur la régression linéaire simple qui va servir de référence. Ensuite, je décris les données très rapidement, voilà, et ensuite, je pose la série de questions. Alors, j'ouvre rapidement le fichier dans LibreOffice, du coup. Alors ça, je vais le réduire un peu comme ça, là, pour que ça prenne pas trop de place. Voilà, là, 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 tac, tac, tac. Et cette fois-ci, j'ouvre le fichier avec LibreOffice. LibreOffice est un table, enfin, LibreOffice c'est une suite Office justement libre et qui comporte justement le tableur calque. Bien, voilà, nous sommes prêts. Alors, dans la régression simple, ce qui est important de bien voir, c'est que les variables ne jouent pas un rôle symétrique cette fois-ci. Dans la corrélation, les variables jouent un rôle symétrique. Dans la régression linéaire simple, il y a une variable à expliquer. La variable dépendante, c'est accélération. On veut expliquer l'accélération d'une voiture. Alors, c'est le temps mis pour atteindre une certaine vitesse, donc qui va jouer le rôle de Y. Voilà. Et pour expliquer cette accélération-là, on va utiliser la puissance de la voiture. Est-ce que la puissance de la voiture joue un rôle sur la capacité du véhicule à prendre de la vitesse? C'est ça l'idée. Bon, ok, ça c'est pour la petite histoire. Hein. Alors, l'autre élément important, c'est que on a 230 observations. Ça nous servira toujours, ça, parce qu'on s'en sert pour les calculs, tout simplement. Bien, allons-y alors. La première chose à faire, c'est qu'on va calculer les paramètres de la régression en utilisant les formules du cours. Donc l'idée, hein, c'est de fournir une régression linéaire simple. Enfin, l'idée de la régression linéaire simple, c'est de fournir un modèle prédictif ou un modèle explicatif où on essaie de prédire le y en se basant sur le x. Hein. Donc on aura un modèle de ce type-là, y égale a x plus b. C'est ça l'idée, hein, on est bien d'accord. Et l'objectif de la régression, c'est d'estimer en se basant sur les données disponibles la valeur de a et la valeur de b. Ok, c'est ça l'idée. Bien. Alors, pour réaliser ça, bon, ça c'est ce qui est dans le cours, hein, donc je répète 2 secondes parce que ceux qui regardent la vidéo, sans regarder le cours, vous n'allez pas comprendre. C'est pour ça que je prends ce temps-là. Alors, pour estimer ces coefficients A et B, là, on a déjà les formules directes, alors que maintenant, il disait déjà page 6 et 7. Voilà, page 6 et 7, on est là. Alors, je réduis ça un tout petit peu pour que je vois bien les choses, en écartant un peu. Voilà, 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 voilà. Est-ce que je peux avoir un petit espace? Voilà, 6 et 7. Alors, je vais utiliser directement, tout simplement, directement les formules qui sont là. Hein. Le A chapeau et le B chapeau sont estimés par ces quantités-là. Alors, bah, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de X bar, j'ai besoin de Y bar et j'ai besoin de former ces quantités-là. Très bien. Alors, je vais mettre A et je mets X bar.
Voilà, et Y bar. X bar, Y bar, c'est tout simplement les moyennes. Hein. Donc, c'est égal à moyenne. Donc, jusque-là, pas de souci. Voilà, hop là. Ça, c'est la moyenne des X et la moyenne des Y. Voilà. J'utilise beaucoup le clavier hein, parce que je suis plus à l'aise avec le clavier. Voilà. Alors, je vais enregistrer sous et je mets en ODS. Voilà, et au lieu de sujet, je mets correction. Bien. J'ai fait la première partie de la formule. Excellent. Ensuite, j'ai besoin de former de Y moins Y bar, X moins X bar. Allons-y. Y moins Y bar. Voilà. X. Ah non, je vais comme X moins X bar. Voilà. Ensuite, X moins X bar au carré. Parce que je n'ai besoin ici au dénominateur. Et Y moins Y bar. Alors, je le fais ainsi pour être conforme à la présentation qu'il y a dans le corrigé qui est en ligne, tout simplement. Voilà, j'ai besoin de K également, j'ai besoin du produit entre Y moins Y bar et X moins X bar. Donc, je fais ici, voilà, Y moins Y bar multiplié par X moins X bar. Bien, allons-y. X moins X bar, c'est égal à cette quantité-là pour la première cellule, moins cette quantité-là, et je mets les dollars pour que quand je vais faire les copier-coller, ça fonctionne correctement. C'est ça l'idée. Hein. Quand je vais faire copier-coller vers le bas, ça fonctionne correctement. Alors, calculons ici, on a bien A3 moins I1. C'est correct. Là, c'est A4 moins I1. Bon. Il faut toujours faire cette vérification-là parce que c'est très facile de faire des erreurs. Hein. Voilà. Alors là, c'est très facile. X moins X bar au carré, je prends la quantité et je la passe au carré tout simplement. Et je fais copier-coller vers le bas. OK, pas de souci là-dessus. Ensuite, j'ai Y moins Y bar est égal à la valeur de Y moins le Y bar qui est là. J'oublie pas de mettre les références absolues pour que le copier-coller fonctionne correctement. Voilà. Et enfin, le produit croisé entre les Y centrés et les X centrés, c'est égal à X moins X bar moins multiplié par Y. Voilà. Bon, c'est dans l'autre sens, hein, mais bon, tout le monde a compris. La multiplication est commutative. Voilà. Bien, ça c'est fait. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire alors? Ce qu'il me reste à voir maintenant, c'est que je vais calculer donc le A chapeau et le B chapeau. Voilà, A chapeau et B chapeau. En utilisant les formules du cours. Alors, le A chapeau, c'est la somme de la colonne F là, divisée par la somme de la colonne D. Donc, est égal à la somme, alors, de cette colonne-là, divisée par la somme des Y, X moins X bar au carré. Moins 0,046. C'est ce qu'on a trouvé dans le, c'est ce qui est écrit dans le sujet. Vérifions. Voilà, voilà, nickel. 46, 39, ainsi de suite. Excellent. Ensuite, le B chapeau, c'est égal à, tac, Y bar, voilà, moins le A chapeau, multiplié par X bar. Voilà, 20,27. Qu'est-ce qui est écrit dans le sujet? 20,27, nickel. Voilà. Très bien. Donc, là, a priori, tout est nickel. J'enregistre. La question numéro 1, c'est fait. On a bien les bons résultats qui sont là. Ça, c'est la première partie. Alors, je continue. Je vais mettre ça. Question. Alors, question 2. Qu'est-ce qu'on nous demande? Je vais mettre ici question 2. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous demande? On va revenir sur le même problème en utilisant un autre outil. Cette fois-ci, c'est l'outil graphique. Bon, allons-y. Je récupère de nouveau ces deux colonnes-là. Copier. Et cette fois-ci, je vais passer par les graphiques pour refaire le même calcul. Et normalement, on doit obtenir les mêmes résultats. Normalement. Hein. Allons-y. Alors, les graphiques sous LibreOffice, c'est toujours un peu compliqué. Hein. J'avoue que je suis plus à l'aise avec Excel, mais bon, j'ai déjà répété, donc normalement ça marche. Ça marchait dans l'autre vidéo, pourquoi ça ne marcherait pas ici? Hein. L'idée, c'est qu'on insère un graphique, un diagramme. Les diagrammes que je veux créer, c'est un nuage de points avec en abscisse les X, en ordonnée le Y, accélération. Voilà. Et je ne sélectionne pas les données.
Moi, je préfère pas sélectionner les données parce que là, j'ai un vrai contrôle. Voilà. Donc, j'ai le graphique qui est là. Bien, bien, bien. Et maintenant, donc, je vais rajouter les données. Il faut double-cliquer, je crois. C'est toujours pas évident, hein. Voilà. Et on sélectionne les plages de données. Alors, au lieu de sélectionner comme ceci, moi, je vais directement dans série de données. Comme ça, je fais les choses pas à pas. J'ajoute une série, le nom, ce qu'importe. Hein. Ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que je mets en abscisse, qu'est-ce que je mets en ordonnée. Alors, la plage de valeur pour X, c'est l'abscisse. Je vais prendre justement horsepower, tac, jusqu'en bas. Il y a 230 observations, on sait ça. Donc, j'essaie d'aller vite sans trop déborder non plus parce que c'est comme ça qu'on part trop loin. Et les valeurs pour Y, c'est la colonne à côté de l'accélération. De bas vers le haut, c'est toujours plus facile parce qu'il s'arrête quand on... Voilà. Et je ne prends pas la première ligne parce que c'est des étiquettes. Hein. C'est un nom de variable. Je clique OK. Bon, le graphique, là, il n'est pas terrible. Donc, je vais faire clic droit. Et le type de diagramme, je veux bien une image de points sans relier les points. Voilà, ça c'est fait. Bon, là, ça ne m'intéresse pas cette histoire. Donc là, ça doit pouvoir aller. Néanmoins, les points sont un peu gros là quand même. Donc, je vais double-cliquer et je vais changer format de série de données. Voilà, et on va réduire la taille des points. Voilà, ça c'est fait. Donc, ici en abscisse, on a bien horsepower. En ordonnée, j'ai l'accélération. Et on voit bien que plus la puissance augmente et plus la valeur d'accélération baisse. N'oublions pas qu'accélération, c'est le temps mis pour atteindre une certaine vitesse. Donc, plus la valeur est basse, plus la voiture accélère vite. Il faut toujours vérifier ce qu'on est en train de faire. Hein. Si vous avez un résultat là qui a un non-sens par rapport à ce qu'on sait des données ou ce qu'on sait du domaine, c'est qu'il y a un souci. D'où l'intérêt toujours d'avoir une expertise métier. Bon, les voitures, j'avoue que je connais un peu, donc j'arrive rapidement à avoir une idée de ce que je devrais obtenir et avoir une expertise justement par rapport à un résultat statistique. Si vous travaillez dans un domaine que vous ne connaissez pas du tout, entourez-vous des personnes qui connaissent ce domaine pour pouvoir cadrer votre travail. Hein, n'allez pas, c'est là qu'on va sortir des trucs, des aberrations totales qui nous semblent intéressantes numériquement, mais qui pour l'expertise métier n'a aucun sens. Ça, il faut vraiment se méfier de ce genre de choses. Bien. Une fois que c'est fait ça, donc j'ai fait le graphique, voilà, et on va faire une courbe de tendance pour faire afficher d'une part l'équation de la droite et le R2 qu'on va recalculer par la suite, le coefficient de détermination. On a vu ça en cours. Alors, donc je clique sur un des points, voilà, et insérer une courbe de tendance. Vous avez vu, hein? Je veux une type linéaire. Voilà, le nom, ce n'est pas trop un problème. Je veux pas qu'il passe, je veux que la constante soit calculée. Hein. Voilà, je veux afficher l'équation et le coefficient de détermination. Voilà. OK, paf, voilà, j'ai bien le résultat qui est là. Voilà. Première chose à vérifier, est-ce qu'on a les mêmes coefficients ici, A et B? Oui, et A et B estimés, hein, le A chapeau et B chapeau. Très bien. On a une information supplémentaire, c'est le fameux R2. Voilà. Bien. Alors, justement, on va essayer de le recalculer à la main, ce fameux R2. Hein, le coefficient de détermination, hein, c'est la variance expliquée divisée par la variance totale. C'est ça le coefficient de détermination. Bien. Alors, pour calculer ça, on nous dit référence 3, page 30. Référence 3, page 30. Ah oui, ça va loin quand même. Hein. Allons-y, page 30. Voilà, on réduit ça un tout petit peu. Et on va à la page 30. Voilà, voilà, voilà. Ah, c'est pas page 30 là. Hein. J'ai bien mis pourtant. Ajouter la colonne Y chapeau. C'est pour calculer l'Y chapeau. Pour le calcul du Y chapeau, tout simplement, on applique le A chapeau et le B chapeau au X. Hein. Donc, c'est ça. C'est ça. Je me demandais pourquoi j'allais aussi loin. Parce que c'est ça qui est demandé de calculer. Donc, je vais faire Y chapeau ici. Ah, je suis où là? Voilà. Y chapeau. Voilà. Est égal à le A chapeau. C'est là. Je mets les dollars, hein, parce que sinon la multiplication, ça va partir dans tous les sens quand je fais copier-coller, fois X plus le P chapeau, F4, voilà, et entrée, voilà. Ça, c'est la première valeur, et je fais copier-coller vers le bas, voilà, j'ai le Y chapeau. Ça, c'est la première partie.
Ensuite, on vous dit, il faut calculer le SCR. Le SCR, c'est la somme des carrés des résidus. Donc déjà, il faut que j'ai le résidu, en fait. Hein. Le résidu, c'est Y moins Y chapeau. Alors, ça, là, je vais le mettre un peu plus loin. Donc, je mets Y moins Y chapeau. Alors, c'est l'erreur estimée. Ah, c'est marrant comme il a fait. Là. Voilà. Bon, résidu. Résidu. Il est pénible, là. Hein, résidu est égal Y moins Y chapeau. Alors, 1 est égal à Y moins Y chapeau. Voilà. Et donc, à ce stade-là, il faut faire la somme des carrés des valeurs qui sont là. Alors, j'ai besoin de beaucoup de choses. Hein. J'ai besoin de beaucoup de choses ici. Voilà. Alors, le SCR, du coup, je vais mettre là SCR, c'est égal à la somme des carrés des valeurs qui sont là. Est-ce qu'il y a une fonction somme des carrés dans Excel? Somme, point, carré, entre parenthèses, de cette colonne-ci. Je descends jusqu'en bas. Normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est assez pénible. Hein. C'est pour ça que je préfère les raccourcis clavier, j'avoue. Voilà. Je ferme la parenthèse. Tac, c'est fait. Ça, c'est le SCR. Ensuite, je dois calculer. Donc, ça, c'est fait. 850. Hein, c'est correct, ça. Le SCT, c'est quoi? C'est la somme des carrés totaux. Hein. C'est la somme des carrés des écarts à la moyenne de Y. Donc, SCT est égal. Est-ce que j'ai une fonction qui fait la somme des carrés des écarts? Oui, il y en a dans Excel ou dans le tableur. Somme, point, carré, point, écart. Voilà. Alors là, pour le coup, je vais aller, oui, ça marche, jusqu'en bas. Voilà les sommes des carrés totaux. R2 est égal à, il manque quelque chose là. J'ai la somme des carrés résiduels, j'ai la somme des carrés totaux, la somme des carrés expliquée par la régression, je l'obtiens par différence. Voilà. Et enfin, donc, je peux calculer le R2 qui est égal à la somme des carrés expliqués divisé par la somme des carrés totaux. 0,4678, voilà. On a de deux manières différentes, on a obtenu le même résultat. C'est toujours mieux. Alors, la somme des carrés des résidus, hein, c'est la somme des carrés de cette colonne des résidus. Les résidus est formé par l'écart entre le Y observé et le Y prédit par le modèle sur les données en resubstitution. La somme des carrés totaux, c'est la somme des écarts à la moyenne de Y passé au carré. C'est cette là. Et la somme des carrés expliquée par la régression, c'est l'écart tout simplement entre la somme des carrés totaux et les sommes des carrés résiduels. Et c'est eux qui est là. Et enfin, on a le R2 qui est égal à somme des carrés expliqués par la régression divisé par la somme des carrés totaux. C'est le pouvoir explicatif du modèle, si vous voulez. Très bien. Une fois qu'on a ça, on a fini la première partie. OK. Alors maintenant, on essaie de refaire la même chose, mais en utilisant cette fois-ci l'outil droite-règle. Je vais rajouter une cellule et on va voir la question 3. Alors, je reprends les mêmes données qui sont là. Hein. Je ne vais pas commencer à m'embêter. Voilà. Et hop là. Voilà. Je vais... Bien. Alors, avec l'outil droite-règle, je vais mettre en colonne I. Alors, l'outil droite-règle, hein, c'est un outil qui permet de réaliser des régressions sous Excel ou sous un tableur. Il est très simple. Voilà, il est assez ancien aussi. Mais surtout, ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça permet de travailler directement dans le tableur. Alors, la fonction droite-règle, on l'insère dans un bloc de cellules. Donc, il faut d'abord sélectionner les cellules à remplir et ensuite faire appel à la fonction droite-règle. Alors, le nombre de colonnes, c'est le nombre de paramètres estimés. Il y en a deux ici, A chapeau et B chapeau. Et le nombre de lignes, c'est toujours 5. Voilà. Donc, je sélectionne deux cellules. Non, je vais être ici. Voilà. Voilà, je vais mettre droite-règle là pour qu'on sache bien qu'est-ce que je suis en train de faire. Et je vais mettre là, j'explique pourquoi tout à l'heure. Alors, deux colonnes, parce qu'il y a deux paramètres à estimer, le A chapeau et le B chapeau. Voilà.
et ensuite 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'insère la fonction droite règle, Excel, et le premier paramètre, c'est les Y. Donc, c'est ce que je fais ici. Ah bon, je dois sélectionner, ça ne marche pas la sélection. Oh, c'est très pénible ça. Donc, je dois sélectionner à la souris. Bon, on va le faire. Hein. Voilà. Donc, je descends jusqu'en bas, encore une fois, 230 sans manquer le bout. Ça, c'est toujours aussi... je comprends que au bout d'un moment, les étudiants, bon, c'est très bien Excel, mais on aimerait travailler sous R, sous Python. Je comprends. Mais bon, là, il y a une visée pédagogique, c'est essayer de reformuler les différents calculs en utilisant. Voilà. Le gros intérêt de Excel, ce n'est pas un logiciel de statistique Excel, on est bien d'accord, hein, ça je l'ai toujours dit, je le répète encore une fois, Excel n'est pas un logiciel de statistique. Néanmoins, il nous oblige pédagogiquement à rentrer toutes les formules. Ça me permet, moi, de m'assurer que vous avez bien compris les formules que nous sommes en train de manipuler. C'est ça l'intérêt. Ouais, parce que je vous connais, hein, je sais très bien, oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout ça, on ne fait pas des stats sous Excel, ok, je suis tout à fait d'accord. On le fait une fois pour vérifier qu'on a bien compris ce qu'on est en train de manipuler. Quand on fera la prédiction, les intervalles de prédiction, là, on verra réellement si vous avez compris ou pas. Ce que fait R en une ligne de commande et on ne sait pas ce qu'il a fait en fait. Bien, alors, le deuxième paramètre, c'est les X, voilà. Ensuite, il y a un troisième paramètre, c'est pour savoir si on met la constante ou pas, si la constante vaut 0 ou si on doit l'estimer. 1 pour dire qu'on doit l'estimer, 0 ça veut dire que la constante vaut 0 d'emblée. Et le dernier élément, c'est 1 pour dire que je veux les statistiques. Voilà. Ça, c'est fait et on doit valider. Alors, comme c'est une fonction matricielle qui remplit directement un ensemble de cellules, il y a une contrainte à mettre en place, c'est qu'on doit valider en faisant CTRL MAJ entrée. Si vous faites entrer tout de suite, il remplit que la première cellule. Or, il y a un ensemble de cellules à remplir, là, on le voit bien. Donc, pour valider, il faut faire CTRL-SHIFT entrée. CTRL-SHIFT entrée. Voilà. Qu'est-ce qu'on a alors? On a A chapeau. Très bien. Et on a B chapeau. Voilà, jusque-là, pas de surprise. J'ouvre un peu mon corrigé en même temps. Hein. Là, on a l'écart type estimé de la pente estimée. Donc, sigma chapeau de A chapeau. Et là, on a un sigma chapeau de B chapeau. Hein. C'est l'écart type estimé de la pente estimée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le R2, voilà. Et là, on a l'écart type estimé de l'erreur de la régression. Hein. Donc, sigma chapeau de epsilon. Pas chapeau, le epsilon, hein. Pas chapeau. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le F de la statistique significativité globale de la régression. Là, on a le degré de liberté. Et là, on a le SCE. Et là, on a le SCR. Voilà. L'intérêt de droite règle, donc, c'est qu'on a toute une série d'informations sur la régression, exactement comme on a pu calculer tout à l'heure, soit à la main, soit en utilisant le graphique, en utilisant la courbe de tendance du graphique. Ah, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Bien, une fois qu'on a ça, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai utilisé droite règle, voilà, et tout ça, c'est écrit dans la page 28 du cours. Voilà, donc, je détaille exactement ce qu'il fallait voir ici. Hein. Voilà. Bien, une fois que c'est fait ça, on construit le tableau d'analyse de variance. Le tableau d'analyse de variance, c'est ce tableau-ci. Bon, allons-y, hein, je vais le mettre juste à côté. Et les informations, on va le piocher. Voilà, donc je vais mettre tableau d'analyse de variance. Tableau d'analyse de variance. Le tableau d'analyse de la variance est un tableau qui permet de résumer la qualité globale de la régression, tout simplement. Hein. Voilà. Donc, source de variation, les sommes des carrés, les degrés de liberté et les carrés moyens. Voilà. Expliqué par la régression. Voilà. Résiduel, non expliqué par la régression. Somme des carrés. Voilà. Et enfin, les sommes des carrés totaux. Alors, les sommes des carrés expliquées, on les récupère ici dans droite règle. Voilà. Les degrés de liberté, c'est le nombre de paramètres estimés moins 1.
Hein, donc c'est égal. Il y a combien de paramètres à estimer? Il y en a deux, A et B. Et ensuite, moins ça. Voilà. Ensuite, hein, c'est ce qu'on a dans le cours, ça. Je ne vais pas revenir sur le cours. Regardez le cours, j'ai expliqué en long, en large, en travers. Hein. Voilà. On l'a ici. Ensuite, les sommes des carrés résiduels, on l'extirpe de droite règle. Et la somme des carrés totaux, c'est la somme des deux. 1597. Vérifions si on a la même chose dans question 2. Voilà, 1597, 83. C'est toujours rassurant d'avoir, par différents truchements, le même résultat. Ça, c'est, même si ce n'est pas une garantie, ça permet de savoir qu'on n'est pas totalement à l'ouest. Si on a déjà, si à ce stade-là, on a des résultats incohérents, c'est qu'il y a forcément dans une des deux étapes, qu'il y a une erreur de calcul, ou bien dans les deux étapes. Voilà. J'utilise tout le temps ce principe-là. Alors, les degrés de liberté, là, est égal à là, très bien, et du coup, les degrés de liberté de 1, c'est n-1. C'est égal à n, c'est 230 observations moins 1. Bien. Les carrés moyens, c'est le ratio tout simplement entre les sommes des carrés et les degrés de liberté pour la partie expliquée et pour la partie résiduelle. Voilà. Voilà le tableau d'analyse de variance. Il n'y a pas trop de mystère là-dessus. Ça vous donne une vue globale sur la qualité de la régression. Bien, je continue. Alors, la régression est-elle globalement significative à 5%? Voilà, on va utiliser le test de significativité globale. Ça veut dire que, est-ce que le modèle, globalement, explique convenablement est-ce que tous les coefficients sont significativement nuls? Est-ce que tous les coefficients hors la constante sont significativement non nuls? Or, ici, il n'y a qu'un seul coefficient hors la constante, c'est la pente. Mais bon, pour l'instant, on s'en tient à cette idée-là. Alors, les formules sont dans le cours. Hein, voilà, page référence 3, page 26-27. Donc, je reviens. Voilà, c'est la statistique de test, elle est là. Donc, il faut calculer le F. Le F, en fait, il est fourni par droite règle, hein, donc je ne vais pas m'embêter. Voilà. Ensuite, il y a 2 degrés de liberté, DDL1, numérateur, la partie expliquée, hein, est égal à 1. Et DDL2, celle du dénominateur, la partie résiduelle, est égale à ce qu'on a là. À ce stade-là, il y a deux manières de faire. Soit je calcule le F critique et je le compare à ce F calculé. Voilà, je vais mettre F calculé pour que tout le monde comprenne bien ce qu'on est en train de faire. Ou bien, je calcule la p-value. Je vais calculer la p-value et je vais comparer ça au risque que je me suis fixé. Le risque, là, il est à 5%. Allons-y alors. Là également, il faut utiliser les quantiles de la loi fournie par le logiciel. Hein. Donc là, c'est une loi de Fischer. Là, à prendre. Loi.Fischer. Ah, loi.f. Ah ben voilà. Loi.f. Loi.f. Point droite. Parce que c'est la partie à droite qui nous intéresse. Voilà. Le f calculé, il est là. Le premier degré de liberté, il est là. Et le deuxième degré de liberté, il est là. Et j'ai une p-value de 4 points, enfin tout petit. Voilà. C'est bien la partie à droite, hein, c'est les valeurs en excès hein, qui fait que c'est significatif. Donc on est bien ici largement supérieur au seuil. Ça, c'est une première manière de voir. Voilà. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Dans la régression linéaire simple, on n'a qu'un seul paramètre non hors constante, on n'a qu'un seul paramètre à estimer, c'est la pente de la droite. Donc, tester la significativité de la régression, globalement, équivaut à tester la significativité de la pente de la régression. Vérifions cette idée-là. Ça, j'ai expliqué en long, en large, en commun. On va faire le T de H chapeau. Voilà. T de H chapeau est égal au H chapeau divisé par sigma chapeau de H chapeau. Pour tester la significativité. Ça, nous l'avons, page 24-25, là. Donc, on est en train de réaliser ce test-là. Est-ce que la pente est significativement différente de 0? Est-ce que ça veut dire que horsepower a un impact sur accélération significatif? Alors, une fois que j'ai ça, j'ai besoin. Je mets comme ceci. Alors, les DDL,
c'est les mêmes, hein, est égal, c'est les degrés de liberté de la régression, tout simplement. Voilà. Et cette fois-ci, je vais calculer la p-value en utilisant la loi de Student. Bilatéral, parce que c'est un test bilatéral, on est d'accord, hein, c'est bien un test bilatéral qu'on est en train de faire. Donc, loi.student, voilà, bilatéral. Je prends la valeur absolue t calculée, et le deuxième paramètre, c'est le degré de liberté. Voilà. Et étrangement, on a les mêmes p-values là et là. Étrangement, entre guillemets. Voyons ce que nous dit alors le support. Il nous dit, ah voilà, est-ce que, oui, vous remarquez une relation. En réalité, si je prends le t calculé et que je le passe au carré, voilà, on a bien les mêmes valeurs. Et n'oubliez pas la relation entre la loi de Student et la loi de Fisher. Une loi de Fisher, c'est comme une loi de Student dans un cas particulier, c'est quand le premier degré de liberté est égal à 1. Dans ce cas-là, la loi de Fisher est égale au carré de la loi de Student. C'est exactement ce qu'on est en train de voir. Hein. Quand je le passe au carré, on a bien les deux valeurs. Et c'est tout à fait logique. Le test de significativité globale équivaut à tester tous les coefficients hors constante de la régression. Voilà. Est-ce que tous les coefficients sont simultanément nuls? Or, dans la régression simple, j'ai un seul coefficient, c'est la pente, hors constante. Du coup, on a bien la même procédure de test. Et c'est pour ça qu'on a exactement les mêmes résultats. Dans la régression linéaire multiple, ce n'est pas vrai. On n'a pas cette liaison entre une des pentes, le test sur une des pentes, et le test sur la globalité des coefficients. Ce n'est pas vrai, hein, on est bien d'accord. Parce que rien que pour les degrés de liberté, ça ne matche plus. Bien. Alors, on nous demande de nouveau de calculer donc la même chose. Hein. Donc, je vais calculer ici les valeurs estimées de l'endogène, Y chapeau. Voilà, on recommence, est égal au coefficient qui est là, F4, multiplié par la valeur de X, voilà, plus la pente, voilà, par la constante plutôt, et je valide et je fais copier-coller. Bien, on en est bien là. Et on vous demande de calculer les résidus. Je ne me risque plus à faire les epsilon chapeau. Hein. C'est égal à Y moins Y chapeau. Et voilà. Et on nous demande de faire les graphiques des résidus. Alors, dans les graphiques des résidus, en ordonnée, c'est toujours le résidu. Ça ne change pas. Qu'est-ce qu'on met en abscisse? En réalité, ça dépend de qu'est-ce qu'on cherche à voir. C'est ça le plus important. Parce que il m'est arrivé des commentaires qui me disent, mais ouais, dans R, automatiquement, on prend la valeur prédite en abscisse. Donc, il faut faire ça. Hein. Mais attends, ça dépend de ce qu'on veut lire dans le graphique des résidus. C'est pas parce que R l'a fait, ça y est, c'est religion. Non, 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 non. L'intérêt du graphique de résidus, c'est de voir s'il n'y a pas des problèmes qui affectent la qualité de la régression. Dans le graphique des résidus, toujours en ordonnée, c'est les résidus. Là, personne ne discute ça. On met en abscisse soit l'endogène, soit une des exogènes, soit la valeur prédite de l'endogène, selon ce qu'on essaie de détecter dans le graphique. C'est ça qui est important de bien voir. Alors, je ne vais pas faire le graphique ici parce que ça me prend du temps et puis ça me fait mal à la tête là parce que j'ai du mal à faire les graphiques sous LibreOffice. Mais dans le corrigé, je vais le montrer, le corrigé du coup. Voilà ce que vous devrez obtenir. Voilà. Quand on fait le graphique des résidus avec la variable explicative, voilà ce qu'on obtient. Voilà. On voit tout simplement que la variable explicative n'est pas très symétrique, la distribution n'est pas symétrique, mais en tous les cas, on a une répartition autour de la valeur 0 des résidus qui paraît homogène le long du domaine de définition de X. Donc là, ça ne tire pas trop de commentaires. Quand je mets maintenant en abscisse la variable prédire, la variable endogène, donc l'accélération, et qu'en ordonnée, je mets toujours le résidu, j'obtiens un graphique comme ceci. Quand la valeur de l'endogène est faible, Y moins Y chapeau est négatif. Ça veut dire qu'on surestime les petites valeurs de Y avec notre modèle. Et quand le Y prend des valeurs élevées, Y moins Y chapeau est positif cette fois-ci.
Ça veut dire qu'on sous-estime les grandes valeurs de Y. Et là, on a une forme des résidus qui n'est pas aléatoire du tout. Ça, c'est annonciateur de problèmes. Alors, je ne l'avais pas dit tout à l'heure parce qu'il fallait avancer, que voilà, mais quand on voit un graphique comme ceci, là, on voit bien qu'il y a une forme de distorsion là. Hein. Là, la droite, là, moi, je la verrais plutôt comme ceci, elle paraît plus naturelle par là. Hein. Et là, on dirait qu'il y a quelque chose là qui la tire. Et du coup, là, voilà. Et c'est exactement ce que donne ce graphique-là. Bien. Alors, normalement, ça, vous ne rendez pas votre travail comme ceci. Hein. Si vous faites une régression, là, et vous avez un graphique de résidus, un des graphiques, parce qu'il y a plusieurs graphiques de résidus possibles pour le coup, où on n'a pas une forme aléatoire, c'est qu'il y a un souci, n'allez pas rendre votre travail en laissant ça. Hein. Ça veut dire qu'il y a des modifications à faire, soit des transformations de variables, soit ainsi de suite, mais en tous les cas, ne rendez pas un travail comme ça en disant, voilà, ça marche, je passe. Bon. Ici, on passe parce qu'on est sur un TD et qu'on veut avancer sur les différents concepts, mais en l'état, vous ne laissez pas quelque chose comme ça quand vous faites une régression. Alors, moi, je continue. Bien. Alors, maintenant, on va travailler sur la prédiction. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un individu supplémentaire, exactement comme en machine learning. On est dans la régression, on fait partie des techniques de machine learning. Hein. On est bien dans l'analyse prédictive, sauf que la variable cible, elle est quantitative. Hein. Voilà. Admettons que j'ai un véhicule qui a une puissance de 58. Quelle est la valeur, quelle est l'estimation de l'accélération si on se base sur notre modèle? C'est ça l'idée. Hein. C'est ça l'idée. Bien. Alors, allons-y. Donc, je vais mettre question 4 ici. C'est une question tout à fait logique qui arrive dans la vie réelle. Ce qui n'arrive pas dans la vie réelle, c'est qu'en fait, la vraie valeur, je l'ai là. C'est 18,6. On va voir si l'intervalle de confiance de prédiction qu'on va mettre en place sur cet individu supplémentaire va englober réellement cette valeur-là. On verra, on verra. Alors, la prédiction, elle est là. Alors, déjà, je vais récupérer les éléments qui me sont nécessaires. J'ai besoin du A chapeau et j'ai besoin du B chapeau. Le A chapeau, je le recopie tout simplement ici. Voilà. Et le B chapeau, je le récupère ici. Voilà. Donc, la prédiction ponctuelle, est égale à chapeau. Bon, là, le dollar, il ne sert pas parce que je peux faire un copier-coller, multiplié par le 58 plus mes chapeaux. Voilà. 17,58. OK. Mais bien sûr, il y a une forme de variabilité là-dessus. Hein. Sur la prédiction, il y a une forme de variabilité, bien sûr, parce qu'on a utilisé un échantillon pour estimer les paramètres du modèle, le A chapeau et B chapeau. Hein. Il faut qu'on arrive à traduire cette forme de variabilité-là. Alors, cet aspect-là, nous l'avons, bon, vous êtes correct, hein, voilà, bref 3, page 31-33. Allons-y, 31-33. Voilà. Alors, on a la variance estimée de l'erreur estimée de la prédiction. Il faut calculer cette quantité-là. Elle dépend de deux choses. Elle dépend de la variance du modèle, de la qualité du modèle, de la qualité du modèle. Ensuite, du nombre d'observations dans le modèle qui a servi à la construction du modèle, dans l'échantillon d'apprentissage, si vous voulez, plus l'échantillon d'apprentissage est élevé, plus la prédiction sera crédible, parce que le 1 sur L va tendre vers 0. Voilà ce qu'il est en train de dire. Plus le modèle est de bonne qualité, plus la prédiction, plus l'intervalle de prédiction sera resserré. Hein. C'est ce que dit cette quantité-là. Voilà. Et l'autre élément important également, c'est ça. Ça, c'est la valeur de X sur laquelle on va faire la prédiction. Et plus le point sur lequel je veux prédire est proche du barycentre des valeurs de X par rapport à la dispersion globale, plus l'intervalle de prédiction sera resserré. Voilà ce qu'on est en train de dire dans cette formule. Ça, je le dis tout le temps en cours. Hein. Une formule, ce n'est qu'une formule. Le plus important pour nous, c'est de lire ce que traduit la formule. Ce n'est qu'une expression mathématique d'une idée. Et ce qu'on estime ici, c'est la dispersion de la prédiction. Cette dispersion-là, voilà, elle sera d'autant plus resserrée, c'est-à-dire qu'on a un intervalle de prédiction de plus en plus resserré, une valeur plus viable, si vous voulez, de la prédiction, si
on a un bon modèle qui a été estimé sur un grand effectif et qu'on fait une prédiction sur une observation qui est proche du barycentre des X. Voilà, par rapport à la dispersion globale. Voilà. Alors, du coup, je vais prendre sigma carré, en fait, du modèle sigma carré epsilon. Voilà. Alors, c'est égal. Oh, je vais le chercher dans droite règle. Il est là. Il est là. Et je le passe au carré. Voilà. Ensuite, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de petit n aussi. N, voilà, est égal à nbval de nombre d'observations, tout simplement, dans l'échantillon de données. Hein. Je le prends où je veux. Je prends là, par exemple. Qu'importe, là, il n'y a pas d'enjeu, là. Il y a bien 230 observations, c'est le plus important ici. Hein. Voilà. Et j'ai besoin... Ah, il n'y a pas d'étoile, là. J'ai besoin de cette quantité-là. Alors, x bar, est-ce que je l'ai? X bar, je l'ai là. Ensuite, la somme des xi moins x bar au carré, je l'ai là. Voilà, et je peux faire cette somme-là. Donc, je vais utiliser ces résultats-là. Alors, je vais mettre... bon, ce n'est pas le levier, en fait, hein, c'est dispersion, hein, mais relative. Relative. Voilà. Alors, est égal à, tac, le numérateur, c'est la valeur de x qui est là, pour lequel je vais faire la prédiction, hein, moins x bar qui est là. Hein. C'est bien ce qui est écrit là, hein. On est bien d'accord, hein, c'est bien ce qui est écrit là. Voilà, et je passe ça au carré. Bien. Et je vais rajouter des parenthèses. Ce n'est pas nécessaire de mettre des parenthèses ici, mais moi je préfère. Divisé par la somme de x moins x bar au carré. Voilà, c'est la partie qu'on voit juste ici. Je montre à l'écran, c'est mieux avec la souris. Bon, je vais faire une sélection. C'est n'importe quoi là. Tac, et je descends jusqu'en bas. Bon, c'est très fastidieux. Des fois, les raccourcis clavier, ça ne marche pas sur LibreOffice. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a aucune raison que ça marche dans certains cas et pas dans d'autres cas. Mais bon, là, ce n'est pas le moment de finesser. J'ai absolument pas envie de recommencer ma vidéo. Donc, je fais... Voilà. Et j'obtiens cette quantité-là. Je vérifie un peu par rapport à ce que j'ai calculé tout à l'heure. Voilà. Bien. Donc, cette quantité-là, maintenant, je peux la former hein, en prenant le carré de ça, en prenant ça, multiplié par 1. Voilà. Voilà. Donc là, sigma carré de epsilon chapeau. Oh, epsilon chapeau, il est pénible. Voilà. Alors, j'écarte bien ici. Le chapeau là est très important hein, par rapport à celui-là. Hein, on est d'accord. Hein. C'est bien ça que je vais et je vais calculer est égal à celui-là multiplié par 1 plus 1 sur n plus ce ratio-là. Ce ratio qui est ici. Voilà. Voilà. Du coup, donc, écart type de l'erreur de prédiction, l'écart type estimé de l'erreur de prédiction, donc sigma chapeau de epsilon chapeau est égal à la racine de cette quantité-là. Bien. J'ai besoin de quoi après pour calculer l'intervalle de confiance? J'ai besoin, alors elle est là, j'ai besoin du t de student avec les degrés de liberté des régressions n-2. Hein, donc je mets t, voilà. Alors c'est loi.student.inverse bilatéral.
intégrale, alors, de 0,95 et le degré de liberté, c'est n moins 2. Ah, c'est pas 0,95 que je dois mettre, c'est 0,05 en fait. Voilà. Bien, c'est ce que je dois obtenir. Oui, 1,97. Une fois que j'ai ça, alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ce qu'il me reste à faire, du coup, c'est calculer la borne basse et borne haute de l'intervalle de prédiction. Donc, borne basse, voilà, borne haute. Je mets un grand H là pour ne pas me tromper. Voilà. Est égal à la prédiction ponctuelle moins le T qui est multiplié par l'écart type estimé de l'erreur de prédiction estimée. Voilà. Voilà la borne basse. Et la borne haute, cette fois-ci, je vais mettre est égal à la prédiction ponctuelle plus T de student multiplié par l'écart type estimé. Bien, c'est pas ce que j'obtiens réellement. Donc, il faut que je vérifie là. Hein. Il doit y avoir une erreur parce que c'est pas ce que j'obtiens ici. Là, il y a une erreur. Alors, vérifions cette erreur-ci. Ça, c'est égal. C'est pas ce que j'obtiens dans le corrigé que j'ai mis en ligne. Donc, il faut que je vérifie ce qui se passe. Ça, c'est correct. Hein. J'ai pris le J5. Voilà. Il est où là? J'ai pris tout simplement l'epsilon qui est là, 1,93, et je l'ai passé au carré, c'est bien J5. Donc, ça, c'est correct. Je l'ai passé au carré. Ça, c'est correct. Le N, pas de souci. La dispersion relative, peut-être que là que j'ai un problème, c'est le B2 divisé par question 1, X bar, c'est le 106, I1. Donc, j'ai bien ça. Tout ça, j'ai mis au carré, divisé par la somme des X moins X bar au carré. C'est bien ce que je dois avoir, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est bien ce qu'on a, la somme, ce ratio-là. Ensuite, je ferai le produit de tout ça. Donc, ce carré-là multiplié par 1 plus 1 sur C10 plus C11. Voilà, c'est bien ça. C'est bien ça qui est mis là. Hein. Voilà. Et là, je prends la racine carrée de tout ça. Et je n'ai pas ce bon résultat là. Alors, pourquoi je n'ai pas ça? C'est très étrange. Hein. Ah, c'est très étrange. La moyenne, je n'ai pas fait une erreur? Non, c'est bien 106. 106, 878. Voilà. Et celui-là, il n'y a pas de souci. Voilà. Et là, j'ai bien fait racine de... Ah, c'est très étrange. Bon. En tout cas, il faut qu'on vérifie cette affaire-là. Voilà. Peut-être que c'est mon corrigé qui a un souci. Hein. Voilà. Je copie ça. Voilà. Et je mets le résultat ici. Voilà. Voilà l'intervalle de prédiction qui a été calculé. Et voilà la vraie valeur. On voit bien que pour ce coup-ci, j'ai l'intervalle de prédiction couvre bien la vraie valeur de Y. Voilà ce qui était important de bien voir ici. Voilà, voilà. Très bien. Est-ce qu'on a fini? On a fini. Je ne sais pas le temps que ça a pris là. Je me suis un peu embrouillé ici, mais il faut que je vérifie les calculs, mais c'est bien l'idée en tout cas. Voilà, je mets tout ça en ligne et excellent travail à tous.